M. Weber. Ça nous traduit vraiment aussi que la réalité n'a pas de frontières par rapport à la sécurité ferroviaire. J'inviterai maintenant Bruce Campbell, qui est l'ex-directeur du Centre canadien des politiques alternatives, actuellement qui est chercheur traité à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, qui lui a étudié toute la mécanique qui conduit à la déréglementation du transport ferroviaire au Canada. Donc, il va vraiment nous instruire sur les causes et les origines vraiment de cette catastrophe qui s'est présentée ici. Merci, M. Bruce. Et merci beaucoup. Merci Robert. Merci pour m'inviter. C'est un privilège pour moi d'être ici pour exprimer ma solidarité avec vous aujourd'hui. Je fais mon discours en français. J'espère que ce n'est pas nécessaire de traduire, mais je vais le faire en français. Alors, comme Robert a dit, ça fait 22 ans que j'étais directeur général du Centre canadien de politique alternative. Vraiment un recherchiste, c'est ma spécialité. Mais je suis actuellement à l'Université d'Ottawa, dans la faculté de droit. Et je continue à faire mes recherches et j'enseigne. Et comme des millions de gens au Canada et partout dans le monde, j'ai vu avec horreur ce qui passait à Lac-Mégantic il y a 3 ans. Et je craignais à le temps qu'une déréglementation jouait un rôle et que l'histoire officielle allait essayer de masquer les causes. Et comme c'était arrivé dans d'autres catastrophes, mon objectif était d'offrir une perspective indépendante. Et alors j'ai fait 3 études et j'ai fait plusieurs commentaires dans les médias depuis... le premier, c'était en octobre 2013, et je continue à faire des commentaires et de faits de recherche. Mais au commencement de mon étude, j'ai appris que ma collègue de travail a perdu sa cousine Pauline Bagnoche et son mari Gaston ont perdu leur fille, Talitha Koumi, et leurs 2 petits-enfants, Alissa et Bianca. Alors, ça a complètement changé. Ça a ajouté une autre dimension à mes recherches. Et Pauline est ici aujourd'hui. 3 ans après la tragédie de Lac-Mégantic, je me demande quelles leçons ont été tirées. Cela a-t-il conduit à une amélioration fondamentale du système de sécurité ferroviaire? La réponse est malheureusement non. Les trains de pétrole massifs continuent de fonctionner sur les voies de plus en plus sollicitées, sur des voies sous-maintenues, à travers des zones urbaines, parfois à vitesse excessive. Les déraillements, comme a été dit, les déraillements de trains transportant marchandises dangereuses sont en augmentation. Le CP vient de congédier 500 travailleurs d'entretien des voies et d'équipements. Et Transport Canada a laissé CP le faire sans demander une estimation de risque. Plus que ça change, hein? Plus que ça change. Les questions, comme Fritz a dit, les questions d'immobilisation des trains ne sont pas encore fixées. Le nombre de trains qui partent à la dérive augmente. Même les modèles plus avancés de wagons-cisternes transportent marchandises dangereuses continuent à perforer leur huile explosée. Et comme
Seder a dit récemment dans l'État d'Oregon, où une catastrophe a été évitée de justesse. Ces voitures seront autorisées à continuer à porter de l'huile volatile à travers des villes et des villages en Amérique du Nord jusqu'en 2025, quand leurs supposés plus forts remplacements sont entièrement en place. Les mesures de surveillance indispensables à un système réglementaire sécure, notamment fréquentes inspections sur place à l'improviste, sont encore très insuffisantes. Sans eux, ça c'est important, les entreprises sont encore en pratique de s'auto-réglementer, compromettre la sécurité lorsque celle-ci entre en conflit avec les coûts. Un obstacle à l'amélioration de la sécurité ferroviaire est la relation, disons, chaleureuse entre l'industrie et Transport Canada. Bien trop souvent, l'industrie est en mesure de façonner des règlements pour son propre bénéfice, tout en compromettant l'intérêt public. Il peut bloquer ou retarder de nouvelles réglementations, supprimer ou diluer des réglementations existantes qui existent peuvent affecter leurs coûts. Les relations entre l'industrie ferroviaire et Transport Canada continuent d'être dans le secret. Communication avec des municipalités sur les marchandises dangereuses qui traversent leur communauté est toujours problématique. Les organismes de réglementation de Transport Canada continuent à manquer les ressources nécessaires pour résister à l'industrie. Une autre question. Est-ce que les causes fondamentales de l'échec réglementaire derrière l'acte mégantic ont été pleinement mises en lumière? Encore une fois, la réponse est non. Les gouvernements ont cherché à obscurir plutôt qu'à d'éclairer les causes profondes de l'accident. Le rapport du BST en 2014 était le plus complet et le gouvernement veut que ce soit le dernier mot. Celui-ci a constaté que des faillites réglementaires de Transport Canada et de négligence par la société MMA. Mais ce constat de 18 causes et facteurs contributifs traite Transport Canada, d'après moi, trop légèrement, soulevant des questions sur l'influence de l'industrie, du ministère et le niveau politique à maquiller les conclusions. L'omission plus notable est l'existence d'un seul opérateur ferroviaire n'a pas été considérée à la fin du rapport final comme une cause de l'accident. Cependant, ceci a été inscrit à plusieurs reprises comme une cause dans la version préliminaire du rapport du BST. J'ai vu ces documents. Pourquoi ont-ils été effacés? Qui voulait les faire enlever? Qui a été protégé? Pourquoi MMA, une entreprise avec une fiche de sécurité atroce, a été permis de faire fonctionner ces trains avec un seul opérateur malgré l'opposition du syndicat, des fonctionnaires de Transport Canada au bureau régional, en dépit d'un rapport fait pour Transport Canada par le Conseil national de recherche, qui a soulevé les drapeaux rouges et a mis en garde contre le procédé avant que le projet de pilote a été achevé. Il y a beaucoup de questions sans réponse. Comprendre ces problèmes fondamentaux est essentiel pour assurer que ça ne reproduise pas. Vous vous demandez une enquête publique judiciaire. D'autres catastrophes majeures au Canada ont eu des enquêtes pareilles. Pourquoi êtes-vous nié? Comme catastrophe, combinons les vies perdues, les dégâts environnementaux et la destruction physique
Lac-Mégantic est dehors de la guerre sans précédent dans l'histoire moderne du Canada. Vous voulez assurer que la vérité derrière la catastrophe est portée à la lumière, qu'il y aura des améliorations fondamentales dans la sécurité ferroviaire, de sorte qu'aucune autre communauté aura passé par ce que vous avez traversé. Les poursuites légales sont une avenue, mais on sait qu'il y a eu un règlement et un parti de ces poursuites civiles sont mis à fin, mais ce n'est pas tout à fait fini parce que, comme vous savez, Canadien Pacifique continue à nier toute responsabilité. C'est incroyable. Et donc, les poursuites continuent, probablement pendant des années. Et vous savez aussi, les poursuites criminelles continuent et vont continuer pour longtemps. Et nous savons tous que les vrais coupables ont échappé à la justice. Et pourquoi les autres fonctionnaires et les cadres politiciens et de l'industrie ferroviaire et pétrole ont éludé à la responsabilité? Ceux qui avaient agi d'un aveuglement volontaire en face du risque croissant de livraison de pétrole de plus en plus massif. Vous demandez pour un contournement. Le gouvernement fédéral continue à faire traîner les choses. Il devrait s'engager immédiatement à la construction du contournement. Mais aussi, le gouvernement devrait enfin admettre sa propre culpabilité dans la rupture catastrophique d'un système qui était supposé de vous protéger. Lac-Mégantic a exposé, a brisé le mythe d'autoréglementation des entreprises. Au fond, leur première loyauté est à leurs actionnaires, pas la protection de la sécurité publique et l'environnement. Ça, c'est le devoir du gouvernement. Les efforts au cours des 3 dernières années pour rétablir la confiance du public dans la sécurité ferroviaire n'ont pas contesté ce mythe. J'espère que le public canadien ne sera pas bercé, que les années passent en oubliant que l'autoréglementation de l'industrie était au cœur de cette catastrophe. Les habitants de Lac-Mégantic ne l'auront certainement pas oublié. Nous ne devrons jamais les laisser oublier. Merci beaucoup. Merci, M. Combeau. On va passer maintenant la parole à M. Alain Deneau. Alain Deneau s'est fait connaître